Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Vladimir Spiro. Si vous ne le connaissez pas, ça m'étonnerait, mais bon, si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il a été président de la radio judaïque FM depuis 2004 et puis il a contribué à sa création. Et ça, c'était en 1980. C'est un homme d'affaires qui a mis tout son cœur, toute son énergie tout au long de sa carrière pour faire rayonner l'image d'Israël en France, la culture juive aussi, à travers la radio, mais pas que. On est ravis de vous accueillir. Bienvenue. Merci. Merci. Ça va ? Ça va très bien. Donc c'est la première fois que vous êtes dans les studios c'est la Radio première fois Capital. que je suis dans vos studios. Je vous ai regardé, évidemment, sur Internet. Comme je vous le disais, hors micro, je ne mets pas les pieds n'importe où. Donc là, j'ai accepté avec plaisir. C'est gentil. Ben nous, on est ravis, surtout qu'on n'a pas toujours l'occasion de parler au président des radios, de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cet engagement qui en dit long quand même sur la personnalité. Vous êtes né en 1937, voilà, au cœur d'une situation, on va dire, en Pologne. Vous êtes né en Pologne et vous avez même connu le ghetto de Varsovie. Donc ça, c'est déjà pour moi, à titre personnel, très émouvant. Et vous avez fait tellement de choses dans votre vie. Pourquoi avez-vous décidé en 1981, au moment où les radios, on va dire, se sont libérées, l'antenne est devenue les fameuses radios libres, pourquoi vous avez décidé de créer une radio juive ? Alors, c'est une décision qui ne émane pas de moi. C'est une décision qui a été prise par un groupe d'une quinzaine de personnes, mais qui représentaient en général les associations. C'est-à-dire, il était hors de question à ce qu'on adhère à ce groupement en tant qu'individu. C'était en tant que représentant d'une association, puisque c'était une radio qui se voulait fédérative. Donc, elle devait fédérer un certain nombre d'associations qui se trouvaient sur l'échiquier de gauche en France. J'étais à l'époque, je n'étais pas président, je devais être secrétaire général, je crois, d'une association qui s'appelait, d'une manière assez présomptueuse, l'association des Juifs de gauche. Bon, et donc nous avons décidé de adhérer à cette radio. L'adhésion était aussi une adhésion financière. C'était en même temps une adhésion qui amenait une certaine fédération dans les associations de la gauche juive. C'était quelque chose qui pour nous représentait un créneau, une ouverture, un média. C'était énorme pour ces petites associations en fin de compte. Et il fallait aussi un apport financier, évidemment. Donc, chacune des associations, à titre, en général, ce sont les dirigeants qui ont mis les fonds, parce que ces associations avaient très peu de fonds, évidemment. Donc, ce sont les dirigeants qui ont mis les fonds, et de manière à créer ce qu'on a appelé Judaïque FM. Alors, vous vouliez quoi exactement, à part avoir un média ? J'imagine que vous aviez beaucoup d'envie et d'ambition pour cette radio. On avait énormément d'ambition, peut-être un peu démesurée d'ailleurs, à mon avis. C'est bien, mais ce qui nous intéressait, c'est effectivement de toucher un public juif, et pas seulement, parce qu'au fond, on s'est aperçu, et pas seulement Judaïque FM, mais les autres radios juives ont des auditeurs qui ne sont pas forcément juifs. On ne connaît pas les pourcentages exacts, mais on sait que quand on ouvre l'antenne sur des sujets précis, qui ne sont pas forcément le Proche-Orient, il y a des auditeurs qui se croient obligés de dire « je ne suis pas israélite ». Par exemple. Mais de là à dire qu'il y a un pourcentage quelconque, c'est assez difficile. Alors, ce qu'on voulait, vous l'avez dit, c'est une ouverture. C'était une ouverture sur les médias, c'était une chance à courir, puis c'était une aventure aussi. C'était une aventure parce que, au fond, aucun de nous, à part un professionnel qui était Michel Zlotowski, à part un professionnel qui était en fait la cheville ouvrière de cette radio, les autres étaient de véritables amateurs. Oui, puis vous personnellement, enfin en tout cas, vous avez pris ce projet à bras-le-corps et c'est devenu une affaire, on va dire, familiale, entre guillemets, parce que votre femme était partie prenante, je crois, dans la création de la radio. Ma femme, qui est là d'ailleurs, était partie prenante, puisqu'elle a été, non pas immédiatement, puisque nous avons subi un certain nombre
de contre-coup. Le gouvernement de Mitterrand a été très gentil de libérer les ondes. Seulement, il a bloqué la pub. C'est-à-dire, on n'avait aucun droit sur la pub. Ce qui fait, ils ne se sont pas posé la question comment vous alliez vivre. Comment on allait vivre. Donc, parmi les 15 associations, au bout de 3 ans, nous sommes restés, je crois, 3, même pas 3 associations, mais 3 individus, c'est-à-dire mon épouse, mon ami Gérard Racoun et moi-même, pour diriger cette radio. On a eu des hauts et des bas. C'était pas forcément des hauts et des bas financiers, parce que on avait plus ou moins les moyens d'y C'était quoi? C'était être un média juif en France? Alors, c'était pas facile? Non, c'était des rapports, puisque la direction précédente de la radio Judaïque FM, puisqu'il y a eu une direction avant nous, avait apporté la radio au Fonds social, comme un cadeau. Ce qui fait que nous étions associés, mais c'était une association, disons, complètement disproportionnée. C'est-à-dire que être une quinzaine associés ou une vingtaine d'individus associés au Fonds social juif unifié, c'est quelque chose, on peut le comparer, et je le comparerai au Premier ministre Trudeau du Canada. Quelqu'un lui a demandé comment il fait pour cohabiter sur ce continent nord avec un monstre comme les États-Unis, qui est un véritable. Alors il a répondu que quand on couche dans le même lit qu'un éléphant, on fait très attention. Alors, c'est pas gentil pour le Fonds social, ça. Voilà. Alors en ce qui nous concernait, effectivement, on a fait très attention jusqu'à une année, je crois, 1994, où nous avons décidé de nous séparer. On a remis les fonds qu'il fallait, on a acheté un local, on l'a équipé, et on a créé une équipe complète Judaïque FM. Alors vous vouliez, en vous séparant, aborder des thèmes différents, parler de choses différentes? Oui, parce que notre vision de ce qu'est un média juif en diaspora, je précise bien en diaspora, n'était pas forcément la même que la direction du Fonds social juif unifié. À la décharge du Fonds social, ils ont une obligation de neutralité. Ils sont un fonds social juif unifié. En ce qui nous concerne, nous étions et nous sommes encore des militants. Et en tant que militants, on avait des choses à dire, aussi bien sur le conflit israélo-palestinien que sur Israël, que sur la situation en France, que sur les divers événements qui se tramaient à travers la planète. Et c'était quelque chose qui était très difficile en association avec le Fonds social, car au fond, ils étaient constamment sur leur garde en se disant « je me mets à leur place, qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir ?» Alors justement, quelle est la place d'un média juif en France d'après vous, et comment on gère les rapports avec les autres médias qui ne sont pas forcément juifs, qui ne vous voient pas forcément d'un très bon œil? Écoutez, on gère. Il y a eu, pendant tout ce temps où nous étions à la direction, il y a eu plus de demandes des médias nationaux d'intervenir chez nous que nous chez eux, au fond. Quand j'y ai jamais pensé, vous faites bien de me poser la question, c'est quelque chose qui m'est même pas passé à l'esprit. Oui, effectivement, il y a eu assez souvent, quand il y avait un certain nombre d'événements au Proche-Orient, quand les médias, aussi bien télé que radio, estimaient que l'AFP avait des informations qui étaient peut-être un petit peu biaisées, ils avaient pris l'habitude de s'adresser à un certain nombre de médias juifs, et ils prenaient les infos que nous émettions. Est-ce que quand on est un média juif, on arrive à bien nommer les choses, on va dire? Alors, qu'est-ce que vous appelez bien nommer les choses? Bien nommer les choses, dire les choses telles qu'elles sont, ne pas essayer, comme on l'a vu ces derniers temps avec tous les événements liés à l'antisémitisme en France, essayer d'appeler par exemple un terroriste un militant, ou d'appeler, de mal nommer les choses, tout simplement. Alors écoutez, je ne sais pas, si je sais, mais je ne m'avancerai pas sur ce qu'ont pu dire un certain nombre de collègues sur les radios juives à Paris ou en province. En ce qui nous concernait, un chat était un chat, et quand le roi était nu, il était nu. C'est-à-dire que, aussi bien en ce qui concernait le gouvernement français,
aussi bien en ce qui concernait les attentats, aussi bien en ce qui concernait le gouvernement israélien, quand c'était nécessaire. Nous avons eu d'ailleurs le plaisir de nous faire traiter de temps en temps de radio palestinienne, parce qu'il y avait un certain nombre de critiques envers le gouvernement israélien. C'est très difficile pour une radio juive en diaspora de traiter du conflit israélo-palestinien. Parce que... Mais vous ne faisiez pas que ça. Non. Nous étions une radio généraliste, et j'espère que ça va continuer. C'est-à-dire que nous englobions, en ce qui concerne les infos, la totalité de l'information, je ne dirais pas mondiale, mais proche-orientale, européenne et française, évidemment, américaine aussi. Les émissions culturelles, nous avions même la réputation d'être la France Culture de la fréquence juive, grâce à mon épouse, qui était directrice des programmes. Il faut dire qu'elle a mené un travail absolument, je le dirais, enfin, elle n'entend pas, mais elle entendra, exemplaire, parce que être président d'une radio, ça ne veut pas dire être à la tâche du matin au soir. J'avais une activité professionnelle autre, et au fond, si quelqu'un a mené les programmes de la radio d'une certaine manière, c'est pas moi, c'est mon épouse. Et c'est pas mon ami Hakoun non plus, parce qu'il avait une activité professionnelle aussi. Alors, quand on est une radio généraliste, effectivement, on avait les émissions de cinéma, on avait des émissions littéraires, des émissions médicales, enfin, comme chaque radio généraliste. Maintenant, l'info, il est évident que l'info était un peu plus centrée sur les affaires du Proche-Orient en général et du conflit israélo-palestinien ou de la vie en Israël un peu plus, parce que il y avait une demande des auditeurs. Ce qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, il fallait qu'ils le trouvent sur une fréquence juive. Alors justement, 30 ans de radio, plus de 30 ans de radio. 35 ans. 35, voilà. C'est plus juste, c'est beaucoup, c'est du temps. Il y a des tas d'événements qui se sont passés, aussi bien du point de vue politique, du point de vue culturel, des interactions entre la communauté juive et la communauté nationale, on va dire. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, si on peut dire ça? J'imagine que vous avez des tas d'images dans la tête. Oui, écoutez, si vraiment je devais dire tout ce qui m'a marqué, votre émission n'en finirait pas. Mais s'il faut choisir... Qu'est-ce qui m'a marqué? Ce qui m'a marqué, je crois que ce n'est pas, c'est très égoïste, ce n'est pas un événement international, ce n'est pas un événement national, c'est le jour où nous avons ouvert avec la clé la porte de nos nouveaux studios. De vos nouveaux studios? Voilà, les studios en 94, au moment où nous avons acheté les locaux et établi les studios avec les locaux journalistes, locaux secrétariat, locaux direction, etc. Pourquoi, c'était une revanche sur la vie du petit enfant du ghetto ou pas? Non. Pas ça? C'était une revanche parce que nous étions, il faut bien le dire, sur les 4 radios, le canard boiteux. C'est-à-dire le canard boiteux financièrement. Parce qu'il faut expliquer aux auditeurs, oui. Je pense que tout le monde le sait, mais c'est vrai que la fréquence juive était séparée en 4 radios distinctes, avec des directions différentes. Si, l'émetteur était commun. Enfin, l'émetteur est commun, c'est déjà une chose, mais ça a été imposé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce n'est pas une décision des radios juives, parce qu'autrement, chacun, à mon avis, aurait eu son émetteur. Non, je crois que c'était une revanche parce que nous étions la seule radio à ne pas avoir un réel financier ou un réel support derrière nous. Or, les gens ont toujours... peut-être à tort, mésestimer les possibilités financières de mon ami Hakoun, de ma femme et de moi-même. Et ça compte énormément. Quand on a une radio, il y avait quand même, dans cette radio, il y a... même à l'heure actuelle, 11 salariés à mi-temps et 60 bénévoles. C'est quelque chose qui ne se manœuvre pas avec, si vous voulez, des petits œillets. Il faut des fonds, il faut des capitaux.
Et donc, bon, c'est vrai qu'on a été une radio assez itinérante en ce qui concerne les locaux, parce qu'à chaque fois, on empruntait les locaux à droite et à gauche, on les équipait, on repartait. Et là, on s'est vraiment installé. Le fait de se poser, c'était un souvenir marquant. C'était un souvenir. Et puis maintenant, bon, quant aux événements, Dieu sait s'il y en a eu. Bon, s'il y en a eu. Des rencontres, peut-être. Bon, il y en a eu des nombreuses, des rencontres. J'ai mené moi-même une émission pendant 25 ans en recevant, avec mon ami Hakoun, en recevant des députés, des ministres. Et ce qu'il y avait de marquant, c'est que c'est justement, on en revient à la vision de ce qu'est un média juif en diaspora. Ce qu'il y avait de marquant, c'est que les gens, quand ils venaient chez nous, ils avaient l'impression que nous allions discuter seulement du conflit israélo-palestinien, qu'une radio juive en France ne pouvait pas s'occuper de autre chose que, même pas de la condition juive en France, non, du conflit israélo-palestinien. Et ils étaient très étonnés quand on abordait des questions citoyennes. D'une grève, les questions citoyennes, les questions économiques en France, ou les questions, comme vous le disiez, le terrorisme, l'antisémitisme ouvert d'une partie des musulmans français, il faut le dire, c'est comme ça. Ils étaient un petit peu gênés. Et quand ils revenaient, ils savaient que le conflit du Proche-Orient était important en ce qui nous concernait. Ils étaient mieux préparés. Ils étaient peut-être mieux préparés. Ils étaient un peu mieux préparés. Voilà. J'imagine. Comment vous voyez aujourd'hui l'évolution de ce qui se passe en France avec ces gilets jaunes que nous voyons de loin avec beaucoup d'effroi? Enfin, ça fait un peu peur quand on est loin de tout ça. Alors c'est vrai que quand on est à l'étranger, on voit les voitures qui brûlent, on voit la casse. C'est assez impressionnant. Même quand on habite Paris, sachant que d'ailleurs ça se trouve en général sur le 8e, 7e arrondissement et en débordant un petit peu sur le 17e. C'est un mouvement qui, à mon avis, durera non pas avec l'intensité qu'il a, parce que les revendications au début étaient des revendications qui étaient défendables par la majorité des Français. Ce n'est pas pour rien que dans les sondages, ils ont atteint jusqu'à, entre, je crois, 77% de support. Ça ne veut pas dire grand-chose quand on dit « je suis avec », ça ne veut pas dire qu'on est prêt soit à donner de l'argent, soit à descendre dans la rue. En tant que militant, je le sais. Toutefois, les revendications matérielles, c'est-à-dire l'impossibilité de vivre pour quelques millions de familles avec soit les retraites, soit les salaires qu'ils ont, est une impossibilité en France. Maintenant, c'est quelque chose qui a dévié. C'est quelque chose qui est parti dans des revendications qui n'ont plus rien avec le social. On demande la démission de Macron, c'est complètement hurluberlu. On demande la démission du Sénat, c'est impensable. On demande maintenant un référendum sur un oui ou sur un non. C'est impensable aussi. Sur un oui, sur un non, sur quoi? C'est-à-dire, alors là, on est maintenant, est-ce qu'il faut supprimer l'ISF ou l'IFI? Comme si vous voulez, les 3 milliards récupérés par les gens qui payent, qui avaient l'ISF et qui maintenant sont à l'IFI, changeraient quelque chose. On en est maintenant à se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas refaire les élections? Ce qui veut dire que l'expression de 25 millions d'électeurs ne vaut pas 30 000 individus qui continuent à manifester. Et puis ce qui se cache derrière, mais qui apparaît de plus en plus, c'est le Rassemblement national, c'est-à-dire l'ancien Front national. Là, ça apparaît, même si la CGT commence à manifester avec eux, ça apparaît dans une certaine idéologie qui n'est pas dite. Quand on affirme dans des manifestations « je suis français », on se pose quand même la question, qu'est-ce que ça veut dire? Les slogans antisémites, vous, l'homme de radio, l'homme de médias, vous qui venez d'un monde qui a énormément souffert, comment vous prenez ça? Écoutez, je dois vous avouer que quand je suis arrivé en France en 1947, j'étais gamin, mais admettons, quand j'ai atteint l'âge adulte, il ne m'est pas passé à l'idée que mon petit-fils,
entendrait dans son collège, ça s'est passé il y a 3 mois, sale juif. On lui a dit sale juif ? On lui a dit sale juif. C'est quelque chose qui, à moi, dans ma scolarité, ne m'est jamais arrivé. C'est assez bizarre. On m'a traité de sale polonais, par exemple. À l'époque, ni les gens se cachaient, ni ils se cachaient pas, ils affirmaient pas non plus. Enfin, il n'y avait pas cette ethnicité qui revient maintenant à la surface, et pas seulement pour les juifs. Les catholiques, les musulmans, enfin, les la société se communautarise. C'est bon. C'est quelque chose qui est très dur à encaisser. C'est quelque chose qui est très dur à encaisser. Je ne dirais pas que je peux comprendre que les gens font les valises et viennent en Israël ou bien à Miami ou au Canada. Mais vous n'étiez pas pour l'ALIA, a priori. Non. L'ALIA est quelque chose en ce qui nous concernait à la radio, parce que j'étais pas seul à avoir une ligne rédactionnelle. Bon, dire que c'était pas votre motto. Non. L'ALIA, je suis venu en Israël. Je suis venu après. Je vais vous révéler. J'ai fait la guerre en Algérie. Allez, dites-moi tout. Voilà, j'ai fait la guerre en Algérie, 30 mois. Ouais. J'ai donc défendu l'Empire en quelque sorte. Et au vu de ce que j'ai pu apercevoir, quand je suis rentré en France, j'ai fait ma valise et je suis venu en Israël. Pour faire votre alia, pour vous installer. Pour faire mon alia, je suis resté 1 an et demi dans un kibbutz. Et puis, je sais pas, c'était pas quelque chose qui me ravissait profondément. Donc, je suis revenu et rentré en France. Étant donné que je suis quelqu'un de prudent, j'avais payé mon propre billet. Je n'en avais aucun compte à rendre à qui que ce soit. Non, alors l'ALIA, j'estime qu'à l'heure actuelle, l'ALIA est quelque chose de très particulier et personnel. C'est-à-dire, on fait son alia. Bon, il n'y a plus si vous voulez, de ces grandes vagues d'antisémitisme qu'il y avait en Europe, où les gens étaient absolument obligés de quitter. Contraints. Disons que là, certains viennent en forme de prévention. Voilà, il y a eu en France, tout à fait récemment, il y a quelques années, il y a eu une augmentation de l'alia, et je peux la comprendre, parce que nous avons la chance d'habiter à Paris même, intramuros, un quartier où l'antisémitisme, même s'il existe, il n'apparaît pas. Pour les juifs qui habitent dans les banlieues, surtout la banlieue nord, la vie commence à devenir... la vie est très difficile en cohabitation avec les musulmans qui confondent effectivement la Seine-Saint-Denis avec les territoires occupés. Voilà, il y a comme ça une confusion quelque part. Quand vous entendez les interviews, quand vous lisez la presse arabe en français, quand on écoute la musique aussi, le rap, etc. Il y a une déviante qui est très grave, et on peut comprendre qu'un certain nombre de familles assez nombreuses s'interrogent et se disent, pour nos enfants, on ne peut pas rester ici. On n'a pas les moyens, assez souvent, de venir à Paris intramuros ou dans une banlieue un peu plus chic, enfin, entre guillemets. Et donc, on décide, on part en Israël. C'est quelque chose qui est très personnel, que, en ce qui me concerne, à mon âge, évidemment, je ne le ferai plus. Mes enfants, ça m'étonnerait. Mes petits-enfants... Alors justement, puisque vous parlez de votre petit-fils, entre autres, oui. Qu'est-ce que vous lui avez répondu ? C'est difficile. Qu'est-ce que je lui ai répondu ? Ça s'est assez mal passé avec l'individu qui a proféré cette insulte, après tout. Il lui a cassé la figure. Donc ça s'est terminé dans le bureau du directeur. Du directeur. Ma fille est intervenue. Bon, les choses ont été mises en place, mises au point. Malheureusement, la famille de ce gamin n'a pas été convoquée. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais apparemment ça ne l'a pas marqué. Non, à lui, je pense que. À lui, non. À moi, oui. À ma femme aussi, parce que vu notre histoire, c'est quelque chose qu'on n'imaginait plus. Voilà. Il faut, quand on est en diaspora, c'est malheureux à dire, mais il y a un certain nombre d'avantages,
mais il y a un certain nombre d'inconvénients. Il y a un prix à payer. C'est que quoi qu'on fasse, on n'est pas forcément toujours considéré comme un citoyen comme les autres. Ok. Alors ça, c'est dur à dire. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est ce que vous ressentez profondément. Je le ressens. Oui, on le ressent quand effectivement des slogans antisémites se font de plus en plus nombreux. On ne peut pas dire que la population y adhère, on ne peut pas dire que le gouvernement français ne fasse rien, au contraire. Mais il y a une population musulmane qui est là et qui est quand même le ferment d'un antisémitisme apparent. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas antisémites, mais c'est dans la tête. Alors bon, là. Alors, vous avez toujours, justement, pour mieux se faire connaître les populations, les gens, pour mieux faire connaître la culture israélienne aux Français, aux Français non juifs, vous avez beaucoup utilisé la culture dans vos programmes. Est-ce que vous pensez que c'est une piste pour lutter contre cette ambiance un peu nauséabonde qui existe aujourd'hui en France? C'est une piste qui touche une certaine population, mais pas l'entité de la population. Quand vous regardez, par exemple, ce qui se passe à l'heure actuelle en France, les gilets jaunes, il est absolument évident. Tout d'abord, il n'y a aucune radio juive qui les touche parce que c'est un phénomène très géographique. Ce n'est même pas suburbain. C'est encore un peu plus loin. Ce sont les petites bourgades, les petits bourgs. Donc je serais assez étonné qu'ils aient entendu parler un jour de la culture israélienne ou de la culture yiddish ou de la culture ladino. Bon, en général, quand on présente dans les médias en France Israël, c'est parce qu'il sait passer quelque chose. Donc c'est où ce sont des bombardiers, où ce sont des tanks, où c'est l'armée. Bon, on ne se rend pas compte que quand on est à Tel Aviv ou à Jérusalem, on voit moins de soldats que de CRS à Paris. Voilà. Mais enfin ça, bon. Alors la culture, ça touche une certaine population, mais cette population n'écoute pas forcément les radios juives. Il faut qu'elle soit avertie. Il faut qu'elle sache que là, il y a par exemple une émission qui pourrait intéresser parce que un auteur juif a écrit il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans ou récemment sur un sujet bien précis, social aussi, qui s'occupe de leurs préoccupations. Voilà. Il y a des événements comme ça. Il y a des événements, bon, par exemple, nous commémorions régulièrement le soulèvement du ghetto de Varsovie. Bien sûr. Bon, c'est quelque chose qui, à mon avis, était écouté. Parce que c'est quelque chose qui, dans les radios nationales, c'est complètement inaperçu. Enfin, il n'y a au fond aucune raison à ce qu'une radio nationale française commémore quelque part à travers une émission le soulèvement du ghetto de Varsovie. Alors il y a peut-être Arte qui peut le faire de temps en temps, mais c'est pas très bon, c'est pas très souvent. Elle le fait une fois tous les 3, 4, 5 ans, quand ça tombe sur un chiffre impair ou pair. Et voilà, c'est un peu ça. Alors, je ne crois pas. Je crois que au fond, ce que demande la France à ces minorités, c'est pas forcément une assimilation, parce que c'est un terme qui a été un petit peu rayé. C'est une réelle intégration. Et ce qui gêne un certain nombre de populations en France, c'est que les Juifs sont l'exemple même d'intégration réussie. Intégration réussie, ça veut dire que eux se sentent en tant que Français. Ça ne veut pas dire que tous les Français les sentent en tant que Juifs. Il y a là un certain nombre de différents et de nuances, disons. Alors, pour toute votre action, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, on n'en a pas encore parlé, mais vous allez recevoir le prix Qualita, voilà, une récompense pour toute votre œuvre, pour, on va dire, le fait que vous avez contribué à faire mieux connaître la culture israélienne en France, notamment, voilà, pas que, mais notamment, voilà, vous avez beaucoup contribué. Alors, vous m'avez parlé politique, vous m'avez parlé d'une image du kibbutz qui vous restait en tête, mais vous ne m'avez pas parlé d'un projet culturel peut-être que vous avez mené ou d'une personnalité que vous avez approchée, qui vous a profondément marqué au cours de toutes ces années. Alors,
Projet culturel, je ne pourrais pas vous en donner parce qu'une radio n'a pas de projet culturel en tant que tel. Une radio a des projets d'émissions sur la culture. Alors, les émissions sur la culture, chez nous, il y avait 4 ou 5 émissions, dont une qui était une émission sur la culture israélienne, c'est-à-dire de faire connaître Israël à travers les arts, de faire connaître Israël à travers la littérature, à travers le cinéma, et plus particulièrement le cinéma, parce que ces dernières années, le cinéma a énormément marqué le public français. Le cinéma israélien est quelque chose qui maintenant est tout à fait accepté. Il y a encore 15 ou 20 ans, un film israélien... Il y a un grand festival aujourd'hui. Voilà. Là, maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui est rentré dans une certaine normalité, d'autant plus que ce sont souvent des productions franco-israéliennes. Et donc, dans la mesure du possible, nous recevons régulièrement les metteurs en scène, les acteurs, les personnes qui tournent autour de ces films et ceux qui représentent en tant que soit vecteurs d'une certaine culture, soit porteurs d'une certaine idée ou d'une certaine image de ce qui est Israël. Et ce qui est important, c'est que à travers ce cinéma, on aperçoit un Israël qui n'est pas l'Israël commun, c'est-à-dire l'Israël avion. On est loin des stéréotypes. Voilà, on est sur la famille, on est sur les problèmes quotidiens, on est sur ce qu'est la quotidienneté, le bon côté et le mauvais côté de la chose. Et là, c'est effectivement intéressant, et nous avons depuis quelques années énormément insisté sur cette quotidienneté, sur ce vécu quotidien d'un citoyen ou une citoyenne israélienne. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur toutes ces années passées? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit pour résumer un peu cette action? Vous êtes fier de ce que vous avez accompli? Je serais fier si on avait abouti à faire une radio nationale. Ah, c'est ça ce que vous auriez aimé. Vous auriez aimé faire l'union? Voilà. Oui, on aurait aimé faire l'union entre les 4 fréquences. C'est quelque chose... on se réunissait des fois. On se disait qu'une fois que les pères fondateurs auront disparu, l'union pourra peut-être se faire. Bon, et je crois qu'il est nécessaire, car et d'un point de vue financier, c'est virtuellement intenable d'avoir 4 radios, 4 studios, 4 équipes. Ça ne veut pas dire qu'il faut renvoyer les gens, mais ça veut dire qu'il faut avoir une radio un peu globale, c'est-à-dire une radio globale qui exige un certain nombre de choses. Nous avons exigé de la part du CSA une seconde fréquence. Ça a été impossible, puisqu'on nous a dit, après tout, pour 250 000 juifs à Paris, vous n'avez pas besoin. C'est largement suffisant. Voilà, bon, c'est suffisant. Donc je crois que l'union des 4 radios qu'il y a à Paris serait vraiment un grand événement. On n'y est pas encore. Nous souhaitons. On n'y est pas, on en est malheureusement assez loin, je crois. Alors, voilà. Ok, d'accord, donc vous pensez maintenant, pas que... le reste, est-ce que je suis fier ? Quelque part, de temps en temps, enfin, ma femme me dit, tu devrais être... Oui, enfin... Vous avez le droit, hein ? Un oui, entre guillemets. Vous avez le droit, il n'y a pas de problème. C'est oui, entre guillemets. Okay. Bon, ça a été assez dur, et du point de vue physique, et du point de vue financier, et du point de vue moral, mais on y est arrivé. J'imagine que vous avez apporté beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie à ceux qui vous écoutaient. On ne pense pas toujours à tous ces auditeurs qui parfois ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas aller au cinéma, ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas voyager pour venir en Israël. Et c'est vrai que d'avoir une radio, un média qui pénètre dans les maisons, dans les voitures, partout. Donc c'est vrai que c'est tellement important et ça aide à vivre, à mieux vivre. Donc voilà, donc vous allez avoir, on revient, on le redit, un prix pour ça, le prix Qualita qui récompense chaque année une personnalité dont l'action a contribué à faire rayonner la culture francophone et israélienne. C'est exactement ce que vous avez fait et à développer les liens entre Israël et la France. Donc bravo pour ça. Merci. Merci d'être venu. J'étais enchantée de m'entretenir avec vous. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. On essaiera. C'est sûr. Ciao.